Bonjour à tous, chers amis, bonjour à tous, chers auditeurs. Alors, une émission qui se fait rare parce qu'avec Pierre-Yves Lenoble, on privilégie les contenus privés. Aujourd'hui, on a fait le choix de vous offrir un contenu public avec un invité de marque, Piero San Giorgio, qu'on remercie d'être avec nous. Je ne vous ferai pas l'affront de vous présenter Piero San Giorgio, qui est quand même bien plus connu, que nous. Mais on avait voulu discuter avec lui d'une idée qui germe, qui germe dans les lives que nous faisons et qui est « si l'effondrement n'avait pas lieu ?» Et j'ai trouvé très intéressant d'en parler avec Piero San Giorgio, qu'aurait pu amener un point de vue un peu différent, en mode le débat d'idées. Et justement, en regardant les contenus de Piero San Giorgio n'est pas quelqu'un de monolithique avec une idéologie et qui ne bouge jamais. J'ai l'impression qu'il y a énormément de subtilité dans tes contenus, que tu essayes d'envisager plein de scénarios possibles, que tu n'es pas du tout un monomaniaque de l'effondrement, absolument pas, même si parfois on peut te présenter comme ça. Et d'ailleurs, première question que je voulais te poser, est-ce que l'étiquette de survivaliste te convient toujours? Est-ce que c'est quelque chose dans lequel tu te reconnais toujours? Alors, je ne sais pas si on veut ajouter de l'humour ou pas dans cette émission. Ou un petit peu, vas-y. Mais j'ai annoncé quand même il y a quelques années que je n'étais plus survivaliste, mais que j'étais en fait, je m'identifiais à une femme noire, lesbienne, arabe, musulmane, juive et collapsologue. Comme ça, j'ai bon. Je peux pas. T'es xénogenre. C'est gentil. Non, comme on le sait, le survivalisme est une étiquette qui nous vient des États-Unis. C'est un mode de vie qui a beaucoup changé d'ailleurs dans sa structure. J'ai la créature du marécage qui est arrivée. Non, c'est pour la petite histoire, mais c'est pas obligé de couper. Dans la série Survivaliste, j'ai la chance d'avoir une fiancée qui s'intéresse beaucoup à la chose. Quand je l'ai rencontrée, je lui ai dit, tu sais, j'habite dans une ferme. Elle me dit, ah, c'est génial et tout, t'as des animaux et tout, est-ce que je peux venir? Bon, là, elle vient de faire, sous la pluie battante, 1 heure de jardinage, alors que j'étais en conférence avec quelqu'un, là, en interview également. Et elle revient remplie de boue. Il y a des gens qui payent pour voir ça, hein. De boue partout, c'est fantastique. Donc, elle a beaucoup travaillé dans le jardin pour planter les derniers trucs qu'il fallait planter aujourd'hui sous la pluie. Donc, elle est géniale. Et cette définition de survivalisme, elle a évolué. Avant d'arriver à une jolie fille couverte de boue, avant, on est passé par des gros Américains qui se préparaient à la guerre nucléaire dans les années 50, les années 60, et puis ça a évolué. Alors là-dessus, il y a eu des personnages même un peu... En France, je crois que les journalistes aiment bien dire sulfureux, parce qu'on avait des mecs on a eu des mecs néo-nazis dans le lot qui ont évidemment prêté le flanc à être évidemment pas attaqués, parce que ça sert à rien d'attaquer des gens qui sont 3, quoi. Mais en revanche, qui ont été utilisés pour dire c'est des fous des armes, c'est des machins, etc. Alors qu'en réalité, c'était déjà à l'époque c'était subtil et complexe, mais ça restait américain. Et c'est vrai que lorsque, pour plein de raisons, je me suis intéressé à différentes facettes qui me semblaient pertinentes pour moi d'abord, puis ensuite écrire un livre et faire partager un petit peu mes réflexions sur le sujet à des centaines de milliers de gens, eh bien, l'étiquette a suivi, mais ce qui explique le succès de mes livres et puis aussi de 2-3 conférences que j'ai pu faire à l'époque, j'en fais beaucoup moins maintenant, bien sûr, c'est que j'apporte une nuance à « ça va être la fin du monde », « ça va être la guerre nucléaire, on va tous mourir », avec d'une part mon côté italien qui est un peu affable, un peu bonhomme, un peu arrangeant, on va dire, et mon côté suisse qui est structuré. C'est-à-dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est une méthode. C'est pas juste dire on va tous mourir, tous aux abris, ou il faut faire ceci, il faut faire cela. Non, calmos, c'est une méthode. T'es pas vraiment le stéréotype de l'italien
coulant la Dolce Vita, hein, pas trop. Enfin, c'est pas trop comme ça que je te vois, mais bon. Ah, tu sais, bah, c'est parce que l'Italie est mal connue, mais on a, en tout cas dans le Nord, mais pas que, on est un grand pays industriel avec énormément d'inventions, C'est vrai. d'ingénierie et de sciences. On a un pays multifacette à l'origine. D'ailleurs, on n'est pas un pays en fait. On est des régions qui se sont assemblées, qui ont été assemblées de force et qui se sont forgées une identité nationale à coup de millions de morts, malheureusement pendant la Première Guerre mondiale pour rien. Mais enfin, c'est vrai que je suis entre la culture suisse et la culture méditerranéenne, italienne particulièrement, parce que j'aime bien avoir une structure et une méthode dans mon travail. C'est-à-dire que je ne veux pas dire aux gens ce qu'il faut, c'est avoir des moutons. Ou vas-y, faut avoir un potager, et puis voilà. Non, j'ai mis une structure. Alors cette structure, elle est parfois, j'espère que souvent elle est bien comprise, mais parfois elle est mal comprise. Parfois, elle nous permet elle doit être adaptable, cette méthode, à qui on est, à nos moyens, à notre capacité, d'abord physique, à notre structure familiale. On ne fait pas la même chose à 20 ans qu'à 50 ans. On ne fait pas la même chose en étant célibataire en étant père ou mère de famille avec plusieurs enfants. Tempérament aussi, à notre tempérament. On n'est pas tous faits pour gérer une ferme où il y a avec 1000 objets, 1000 trucs à faire. Enfin, si on n'est pas comme ça, il ne faut pas se lancer là-dedans. Oui, et après, ce qui est rigolo, c'est que par exemple, je sais que tu connais bien la psychologie, et c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup. Avec les années, je m'enfonce dedans de plus en plus. Et comme étant parce qu'en fait, la philosophie, la psychologie est une c'est pas le terme juste, est une branche de la philosophie, bien sûr, oui, à mon avis. Et donc, je m'y intéresse parce que je suis fasciné par la philosophie. Et avec l'âge, j'ai plus de temps de lire sur ces sujets-là. Et en fait, l'approche de survie, elle découle et elle impacte énormément de philosophie, qu'on le veuille ou non, qu'on le sache ou pas, de notre vie. Et c'est pour ça que mon prochain bouquin va sûrement surprendre beaucoup de gens parce que je le fais en 2 tomes, mais le tome 1, c'est quasiment qu'une approche philosophique de la survie et de la peur, notamment de la mort, des croyances, etc. Voilà, je ne vais pas en dire trop maintenant. Moi, j'ai une question, Pierrot. Toi, donc, tu penses que la psychologie découle de la préparation physique? Et est-ce que tu ne penses pas, enfin moi, ça serait plutôt mon avis, que l'effondrement, il est d'abord psychologique et ensuite il va finir par devenir matériel? Parce que moi, je pense qu'on est déjà dans une période d'effondrement, mais d'effondrement psychologique. Et ça s'effondre petit à petit au niveau des matières premières, au niveau des ressources. Mais je pense que le plus grave, c'est que les gens sont complètement fous et timbrés, quoi, en gros. Oui, alors, je vois ce que tu veux dire. Alors comment je pourrais rephraser ça ou réexpliquer ça? Je pense que tu as raison fondamentalement, c'est-à-dire que une société saine est forcément composée de gens sains. Faut-il s'entendre sur ce qu'on entend par sain? Mais on va dire des gens qui ont du bon sens, qui se préoccupent de manière raisonnable par rapport à leurs instincts de bâtir un environnement qui est sécurisé, avec un périmètre protégé, dans lequel on peut développer sa famille, sa culture, ses arts, son commerce, peu importe, et avec une interaction intelligente avec ses voisins, les autres nations, les autres peuples, etc. Donc ça, c'est ce qui permet, à mon avis, d'avoir une société saine. Quelle qu'en soit sa structure, est-ce qu'on est dans une démocratie, est-ce qu'on est dans une monarchie, peu importe, mais une société saine, c'est une société qui est relativement équilibrée, qui permet à la fois la sécurité et la prospérité intellectuelle, émotionnelle et matérielle. Je ne sais pas si j'arrive à définir, parce que si on ne définit pas, ok. Donc, je propose cette définition-là pour la discussion qu'on a. Et donc, on a une société saine. Une société saine, elle peut parfois faire des erreurs, elle peut se fourvoyer, elle peut se lancer dans des guerres inutiles, mais bon, c'est arrivé à Athènes. Peut-être qu'elle n'était déjà plus saine à ce moment-là. Et puis, on a des sociétés qui deviennent complètement débiles, soit parce que leurs dirigeants sont débiles, deviennent malsains, dégénérés. Choisissez votre mot pour décrire ce qui arrive en ce moment depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et puis, où les deux choses peuvent être concomitantes ou s'influencer l'une l'autre, ou l'une sans l'autre,
la population qui, pour plein de raisons, devient oisive, corrompue, paresseuse, etc., etc., et in fine, malade mentale, de manière même physiquement et même littéralement, c'est-à-dire que lorsqu'on le regarde, par exemple, les sociétés comme les sociétés occidentales, j'allais dire la France et les États-Unis, mais dans l'ensemble, c'est le cas dans l'Occident, où vous avez entre 30 et 40% de la population qui est sous antidépresseurs. Ce n'est plus une société saine, quelle qu'en soit sa définition, c'est une société malade. Et donc, dans ce sens, tu as raison qu'il y a un effondrement psychique, il y a un effondrement psychologique. On l'a vu pendant la crise des 3 dernières années, à quel point il y a eu une psychose de masse qui s'est mise en place, dans tous les sens, hein, d'ailleurs, entre les dirigeants hystériques, entre les complots, qui sont même plus des complots, parce qu'ils étaient ouverts, et finalement une population qui, on leur aurait dit, monte dans un train, on va t'envoyer en Pologne, ils seraient montés dans le train avec allégresse. Dénonce ton voisin, on va le tuer, il les aurait tous. Ouais. Je pense qu'il y a ça, et on a frôlé ce moment-là en Australie. Oui. Puisqu'en Australie, ils étaient arrivés au point où il y avait des camps, et ils ont été à quelques, c'est même pas des lois, à quelques décrets d'envoyer les gens qui voulaient pas se faire vacciner ou qui étaient malades dans les camps. Ils tabassaient les gens qui n'avaient pas le masque dans la rue. Les gens qui étaient italiennes, il y a quand même de la marche, quoi, tu vois. Oui. Je note qu'ils ont pu faire ça en Australie parce qu'il y a 15 ans, ils ont désarmé la population. En Suisse, c'est pas possible de tabasser les gens dans la rue. C'est pas possible. Le mec, il dit « Attends, je reviens ». Oui, mais par contre, c'est possible en Suisse de dénoncer son voisin pour l'envoyer dans un camp de la mort. Tu vois. Oui. Camp de la mort, je sais pas, mais en Suisse, tu gares mal ta voiture, tu as les gens qui téléphonent. Enfin, ça m'est arrivé ici, dans mon village, à la montagne, l'année dernière, en pleine sécheresse. J'ai cramé, j'ai fait brûler, j'avais coupé un arbre qui me gênait, et j'ai découpé l'arbre, j'ai fait mes rondins de bois, là on est en train de faire on le voit, on est en train d'en brûler quelques-uns, parce que justement, la créature du marécage est revenue toute humide, et donc, le swamp thing, et donc, il restait des branchages et des feuilles, j'ai fait un tas, je l'ai brûlé. Un de mes voisins est venu me dire fais gaffe parce que il y a canicule, tu n'as pas le droit de faire de feu. Moi je dis c'est bon, et puis le feu était presque, j'avais consumé tout ce que j'avais à consumer, j'ai mis de l'eau dessus, j'ai éteint, et 5 minutes plus tard il y a une voiture de flic qui est passée, il s'est arrêté, elle a regardé, il n'y avait pas de fumée, donc elle est repartie, et donc il y a eu un autre voisin qui a dénoncé. On a eu aussi l'absurdité. Il y a la dénonciation et aussi, tu sais ce que Orwell il appelle le 1 + 1 = 3 qu'on essaye de nous faire avaler, hein. Les histoires de 135 € d'amende. Moi, j'étais en pleine campagne et il y avait des espèces de barrages de flics, des barrages routiers qui se préparaient à 17h50 parce qu'à partir de 18h, on n'avait plus le droit de circuler. Hein. Mais là, on était... C'est sûr que c'est beaucoup plus facile de faire ça que de faire respecter l'ordre dans les banlieues. Hein. Ah bah ça, c'est sûr, ouais. Puisqu'on en est à raconter des absurdités, je vais vous raconter une absurdité, puis après on reprendra sur le sujet. Moi, j'étais à l'époque du confinement, je ne sais plus si c'était le premier ou le deuxième. Ma fille avait 1 an, donc j'emmenais se balader au parc, quoi. Et c'était un parc qui était en face de la préfecture. Et les flics avaient installé un chapiteau et ils regardaient le parc. Et il y avait 3 flics avec des mégaphones qui surveillaient les gens qui retiraient leur masque. Et ils hurlaient au mégaphone pour nous dire de remettre le masque dès qu'ils voyaient. Chez nous, ça... Alors, il y a eu... La police ne faisait pas ça. D'ailleurs, la police, c'est tout de suite... ça, c'est une bonne chose chez nous, en Suisse. La police a très vite fait une annonce par ses syndicats. Donc, tu vois, moi qui suis plutôt anarcho-libertarien, je ne suis pas contre les syndicats. Les syndicats de la police, dans tous les cantons, ont fait une annonce en disant « Ce n'est pas notre travail de policer des mesures d'hygiène et de santé publique. Ce n'est pas nous. Nous, on doit faire respecter les lois liées à la sécurité, pas à l'hygiène. Ça, c'est le travail des toubibs. Et donc, ils ont refusé, ils ont dit « Non, nous ne ferons pas de contrôle de masques et de machin. » Et il m'est arrivé d'avoir des gens qui vous disent « Monsieur, votre masque… » J'aurais fait très vite comprendre que j'en avais rien à foutre de leur connerie et que c'est déjà pas mal que je fasse semblant de le mettre. Alors dans les avions, ça a été compliqué. J'ai pris 2-3 vols
oui, moins, c'était compliqué. Pour revenir sur le sujet, toi, Pierre-Yves, comme ça, on voit un peu où chacun en est. Quelle a été l'évolution de ta pensée par rapport à cette idée d'effondrement? Est-ce que ta pensée a évolué d'abord? Et si oui, quelle a été cette évolution? Ben, c'est marrant parce que moi j'avais une vision plus, on va dire, eschatologique, puisque je travaille sur les textes sacrés et je voyais bien que maintenant c'est un mème, mais qu'on était au fin fond du Kali Yuga et l'effondrement, je le voyais et à tout niveau. Moi je me suis jamais trop, j'allais dire, intéressé à l'effondrement économique, tout simplement parce que moi j'ai toujours été effondré économiquement. Donc, du coup. Par contre, c'est pas pour te dresser des lauriers, Ralph, mais c'est notre émission sur le cloaque comportemental, l'expérience de Kaloun, où justement tu avais évoqué le fait que, enfin pourtant ça s'effondre quand même dans le cloaque de Kaloun, mais que nous justement on était des animaux plus sophistiqués, plus surorganisés que les rats, et qu'on pouvait faire perdurer le cloaque beaucoup plus longtemps que des animaux par la organisation de nos États modernes. Et donc, effectivement, moi, je pense que ça va s'effondrer, mais plus, comme je le disais à Piero San Giorgio, ça va s'effondrer de manière anthropologique. Il y aura un effondrement anthropologique à la fois de la folie, de la bêtise, et on va mettre les deux pieds dans le plat, de toute façon, pour l'Occident, le remplacement ethnique de la population d'ici 50 ans, quoi. Donc, de toute manière, c'est déjà un effondrement incroyable, en fait, si on réfléchit, quoi. Donc, on est en plein dedans, quoi. Et en ce qui concerne l'effondrement purement économique et énergétique, moi, j'ai plus l'impression que c'est beaucoup d'effets d'annonce, de panique pour justifier l'inflation, mais qu'il y aura toujours, je sais pas comment on va dire, une espèce de soupape de sécurité à ce niveau-là. Peut-être que je me trompe, je connais pas les chiffres, parce que quand je vois par exemple l'Inde ou la Chine, avec il va y avoir des millions et des millions de gens qui vont entrer dans la classe moyenne, ils vont consommer du pétrole, ils vont consommer aussi. Donc je pense que c'est plus un espèce d'effondrement programmé de l'Occident qui pourrait rejoindre les histoires de Great Reset, avec les histoires de climat, de moins consommer et tout ça, et qu'on essaye de nous le faire avaler en nous faisant des effets d'annonce et de panique, comme ils l'ont fait aussi un peu avec la pandémie. Donc moi, je crois plutôt à un pseudo-effondrement manipulé, manigancé par l'hyperclasse. Voilà, en gros, mon avis. Pour rebondir un tout petit peu sur ce que tu dis et pour dire, moi, ce que j'en pense, c'est que j'ai été très fasciné par la question de l'apocalypse, parce que moi aussi, j'avais une approche assez spirituelle de la question. Je ne sais pas comment. C'était pas vraiment, c'est pas l'effondrement matériel ou de choses comme ça qui me faisait plus peur. C'était la dimension spirituelle de la chose, l'apocalypse. Et puis, ça doit dater d'il y a 10-15 ans quand même. Je lisais un bouquin de Maurras, tu vois. Et je tombe sur un paragraphe. Je me souviens très bien, il pleuvait, j'étais en train de fumer une clope et puis je lisais son paragraphe. Et Maurras tenait un discours que, si tu veux, c'était un copier-coller des collapsologues modernes, en fait. Là, qui disait, vous inquiétez pas, de toute façon, ça ne va pas durer parce qu'on ne va pas pouvoir aller plus loin. Tous les signes montrent que de toute façon, tout va se casser la gueule et qu'on va pouvoir reconstruire sur des bases saines. Et il listait des choses. Et non, depuis le constat de Maurras, on a creusé jusqu'aux abysses et on creusera encore. Et c'est une lecture j'ai fermé le livre et je me suis dit, mais non. En fait, l'effondrement, j'ai vu ça comme un rêve, comme un espoir de doux rêveur, en fait. Je me suis dit, finalement, c'est un truc de romantique. Oui, alors. De croire en l'effondrement. Ouais. Alors, encore une fois, alors là, je vais mettre ma casquette suisse. Si on réfléchit de manière historique et matérialiste, oui. La nature a des cycles. L'être humain est un être vivant, a aussi des cycles. Il naît, il se développe, il périclite, il meurt. Nous sommes tous conscients, ou en tout cas, on a une conscience de, peut-être pas à chaque instant, mais on a une conscience de notre finitude. On a conscience de vivre dans un monde qui est effrayant.
la nuit, on peut s'extasier devant les étoiles, parce que nous savons qu'il s'agit mais pendant des millions d'années, tout est flippant. On regarde les étoiles le soir, on se dit putain, c'est quoi ce truc? C'est quoi les étoiles? L'existence est terrifiante, bien sûr, bien sûr. Mais donc, justement, cette angoisse, moi, cette angoisse de l'effondrement, cette angoisse de la fin du monde, j'entends qu'elle existe ailleurs. Les orientaux, ils parlent toujours d'apocalypse, etc. Mais la manière dont nous la vivons, avec des chiffres, avec une approche très matérialiste, avec le souci énergétique, avec les guerres, avec les machins, j'ai l'impression que c'est une angoisse très occidentale. Moi, je pense que les Chinois en a foutre. Les Sud-Américains, alors là, ils s'en tamponnent, alors à un point qui dépasse l'entendement. Les Africains, ça ne les concerne pas. Et on est sur une angoisse très occidentale, finalement. Alors oui, alors il y a deux choses à dire là-dessus. D'abord, effectivement, tu ne te préoccupes, c'est un peu l'angoisse des gens qui ont de l'argent, qui sont fortunés. Ils ont des angoisses que les gens qui n'ont pas d'argent ne comprennent pas, c'est-à-dire la peur de perdre. Celui qui a de l'argent, il n'a pas, donc il ne peut pas perdre. Donc il y a déjà un aspect niveau social qui fait que on a déjà une appréhension de cela. Ensuite, il y a une approche intellectuelle, c'est-à-dire que je me souviens avoir posé à mon beau-frère au début de ma réflexion, donc peut-être en 2003, comme ça, et je lui dis, voilà, imagine que, je lui ai posé ce scénario, imagine que tu découvres qu'en fait, dans 500 ans, il y a une comète qui va absolument, avec la certitude du calcul absolument de 100%, elle va toucher la planète Terre, et si elle la touche, elle va absolument pulvériser toute trace de vie sur Terre. C'est un truc vraiment majeur, c'est un gros truc, hein. Une grosse comète, genre 400 km de diamètre, un truc 50 000 km/h. Bon, on est tous morts. On est tous morts. Tous morts. Tu fais quoi? Et moi qui cogite, alors je suis un mec très pragmatique, mais en même temps, je suis un type qui est capable d'avoir beaucoup de choses et son contraire dans sa tête. Et moi, ma réponse à cette question, c'était, bon, j'essaie d'avertir les gens, on essaie de faire un plan puisqu'elle arrive dans 400 ans, on fait un plan sur 400 ans. Après tout, les Juifs ont pu faire un plan sur 2000 ans. Enfin, je ne sais pas si c'était un plan, mais ils avaient subconsciemment le plan de voir retourner dans leur terre après avoir été foutus loin par Titus. Bref, ça se fait dans l'histoire des programmes sur plusieurs générations, etc. Et donc, je me dis, ben voilà, et pourquoi je posais cette question? C'est parce qu'en fait, cet questionnement, il a été posé dans un livre de science-fiction de pas Yul Brynner, Brunner, il s'appelle. Bref, qui était fascinant, où effectivement un astronome découvre, alors dans une autre civilisation, dans une autre planète, c'est pas des humains, c'est autre chose, il découvre que dans 2000 ans, il va y avoir un effondrement il va y avoir un impact important et qui va détruire leur planète et donc leur civilisation, et ils mettent en place une religion dont le but c'est de quitter la planète. Et sur 2000 ans, ils développent leur pensée, la technologie, et ainsi de suite, avec des avancées et des reculs importants. C'est ça, mon beau-frère, il m'a dit, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Oui. Mon beau-frère me dit, j'en ai rien à foutre. C'est dans 400 ans, je ne serai pas là. Okay. Et donc, il y a aussi une différence d'intellect. Je dis pas ça qualitativement, mais de manière de réfléchir à la vie, de manière à réfléchir au truc. Tu parlais des Africains. Moi, j'ai beaucoup bossé en Afrique. Dans l'Africain, il ne sait pas s'il est vivant la semaine prochaine. Alors, tu lui dis une comète dans 400 ans, ou même l'effondrement économique dans 20 ans, ou dans 5 ans, il va rien branler. Il lui dit, mais alors, les allocs, elles arrivent quand Bref. Je mettrai une nuance, Pierrot. Il y a une différence entre, quand tu dis les allocs, ils n'ont même pas d'allocs, eux, ils sont déjà effondrés. Et justement, je parle, les Africains en Afrique, eux, ils misent aussi sur l'intergénérationnel. C'est aussi pour ça qu'ils font beaucoup de gamins. Donc, c'est pour ça que je mets pas de jugement de valeur. C'est juste une approche philosophique de la vie, philosophique qu'on s'en soit conscient ou pas, mais qui est différente. Alors, oui, c'est probablement un truc d'occidentaux, absolument. Et quoique au Japon qui est j'allais dire, les Japonais, les Coréens peut-être. Les Japonais, les Coréens. C'est une civilisation alors, il y en a qui disent c'est une civilisation post-apocalyptique parce qu'il y a eux qui peuvent imaginer des mangas comme Akira ou des trucs comme ça parce qu'ils ont subi les bombardements américains, l'attaque nucléaire. Enfin, les mecs, ils ont un truc qu'on n'a pas eu, quoi.
Quoique les Allemands, ils ont bien bouffé aussi. Ouais, Mais bon, c'est aussi. Hein. ouais, il y a de ça. Les Russes sont beaucoup plus fatalistes. Eux, ils disent, oui, ils envoient des mecs dans l'espace, ils ont des trucs, mais en même temps, ouais, bon, s'il faut mourir, quoi. Il y a différentes approches culturelles et philosophiques très différentes dans le monde. Mais c'est vrai. C'est ce que Gustave Le Bon il appelait l'âme des peuples. Et ce que tu dis, l'âme slave, effectivement, qui est très nostalgique. Et les Occidentaux, qui normalement sont prométhéens, justement, c'est là où on ne vit plus selon notre nature, selon notre nature propre. C'est qu'on est devenu... J'avais entendu Aldostérone, il disait un truc super intéressant. Il disait que dans les années 70, on essayait de construire le tunnel sous la Manche, il y avait le Concorde, la conquête spatiale et tout ça. Et aujourd'hui, on veut ce qui est important pour les Occidentaux, c'est de faire des pistes cyclables, quoi. Tu vois. Oui, et puis ne pas oublier de faire pousser des bites à des jeunes femmes adolescentes qui savent pas trop ce qu'elles veulent dans la vie. Bien sûr. Alors, on est devenu pour reprendre, pour structurer un peu le truc. En fait, ce qu'il faut comprendre, alors mon approche, elle est basée sur réfléchir sur des tendances. C'est ni ce que je souhaite, ni des peurs personnelles, ou, et tu l'as dit, je ne sais plus si c'est Pierre-Yves ou Ralph, des gens qui sont pour une raison ou une autre dans un problème existentiel ou une situation d'échec dans la vie, ou civilisationnelle, et qui se disent, avec un coup de baguette magique, qui est en fait le miracle, alors dans le temps c'était l'intervention divine, aujourd'hui c'est l'effondrement matériel, eh ben, ça leur fera les pieds à tous ceux que j'aime pas, qui m'ont foutu dans la merde et qui considèrent comme des oppresseurs. 2, ça va me permettre, parce que je me suis préparé, comme j'ai 4 boîtes de conserve d'avance sur les autres, de devenir le king et de faire ma loi, alors qu'aujourd'hui je suis soumis et je peux pas. Il y a cet élément-là psychologique chez certaines personnes, pas chez tous. C'est pour ça que mon approche n'a jamais été d'être moraliste, n'a jamais été de dire cette société est malade, donc on va s'effondrer. Je le pense, mais je ne vais pas dire c'est bien que ça s'effondre. Je le pense aussi, mais je le dis pas. Parce que... Moi, quand je m'intéressais beaucoup je crois que dès que j'ai eu une connexion Internet, j'ai commencé à regarder ce type de contenu, etc., etc. Et moi, je le regardais pas parce que ça me faisait peur. Hein. Je le regardais parce que ça m'excitait. J'étais excité. Non, moi aussi. C'est bien. Mon premier choc cinématographique, c'est Mad Max, tu vois. Et moi, je me disais, c'est peut-être une vie de malheur, c'est peut-être une vie horrible, mais c'est une vie beaucoup plus intéressante que celle qu'on a dans des univers. Alors, dans l'univers imaginaire que nous projette le cinéma, les œuvres de science-fiction, littéraires et autres, la réalité, c'est qu'on serait dans cet univers-là, on ne serait pas le héros, mais on serait probablement très vite une victime. On serait peut-être pas mal et peut-être qu'on en mourrait. Mais si tu veux, moi, le jour où j'ai compris qu'il ne fallait pas compter là-dessus, et j'ai quand même compris assez vite, ça a été une déception pour moi. Ça n'a pas été un soulagement, tu vois. Pareil. Mais merde. Pareil. Mais tu sais, pour résumer, Ralph, tu sais, j'en parle souvent, c'est que l'effondrement naturel à la Mad Max, on pourrait dire que c'est une fleur qui fane, et le cloaque et ce non-effondrement, ce pseudo-effondrement, c'est la fleur en plastique qui ne crève jamais, quoi. Et une fleur fanée est plus belle et plus naturelle qu'une fleur en plastique qui meurt jamais, quoi. En tout cas, il y a un élément subconscient très puissant dans l'inconscient collectif, en revanche, là on va passer, qui est que des effondrements sont déjà arrivés de nombreuses fois, soit de manière ponctuelle dans des civilisations dont certaines même on a clairement une description historique et même une mémoire historique récente. On a eu un effondrement d'un pays qui s'appelait la Yougoslavie, on a eu un effondrement de la Syrie, on a eu un effondrement de l'Union soviétique. Plus loin, on a eu les effondrements de l'Empire byzantin, la plupart des empires. Aujourd'hui, on commence à mieux connaître les gros effondrements qui se sont passés dans la partie est de la Méditerranée en 1200 avant Jésus-Christ. Il y a eu un effondrement très important économique et militaire, avec les peuples de la mer qui ont attaqué l'Égypte, qui ont envahi la partie est de Méditerranée. Et puis, on commence aujourd'hui, alors c'est pas controversé, mais il y a des éléments controversés, d'autres non, mais on commence à comprendre qu'il y a 12 000 ans, donc à peu près en 10 000 avant Jésus-Christ, il y a eu
un impact de comète assez important sur la calotte glaciaire qui, à l'époque, alors est-ce que la planète était dans un angle différent, difficile à savoir, dans la calotte glaciaire au niveau du Canada actuel, et qui a créé une fonte des glaces monstrueuse, etc. Et c'est ce qui, très probablement, est dans notre inconscient le déluge. Pas recouvrir la planète entière, mais qui a fait augmenter les eaux de plusieurs dizaines de mètres en quelques semaines, en quelques mois. Quand on fait les simulations, etc., ça donne à peu près ça, et donc qui a dû être terrifiant pour les gens de cette époque. Bref, on retrouve dans les contes fondateurs, dans les mythes fondateurs égyptiens, dans les trucs très anciens, les précédents des Mayas, je crois que c'est les Toltecs, et chez les Khmers, dans plein de civilisations, qui sont au bord de mer d'ailleurs, des récits de catastrophes et de cycles de catastrophes cosmiques, naturelles, et puis les peuples toujours peur du ciel qui leur tombe sur la tête, des volcans qui leur foutent c'est une angoisse qui habite l'humanité depuis toujours. Voilà, une angoisse. Mais alors, tu vois, moi j'adorais les contenus survivalistes américains, justement, peut-être un peu beauf, hein, mais moi je trouvais ça génial, avec les gros flingues, les potagers, les boîtes de conserve. Moi je trouvais ça super cool, parce que j'avais l'impression que c'était un peu un empowerment, quoi. Tu vois, c'était les individus qui sortaient un peu de leur torpeur, puis qui prenaient leur vie en main. Je crois que de toute façon, c'est toujours une bonne chose à faire. Et, exact. C'est dommage. C'est là où je voulais. Pardon. Excuse-moi, je voulais pas t'interrompre. Et maintenant, les contenus survivalistes, entre guillemets, m'amusent beaucoup moins. Alors, parce qu'en fait, ça a été pris par des gars comme Jean Covici, des gars comme Yves Cochet, des gars comme Pablo Servigne, des gars comme, attends, j'ai noté leurs noms parce qu'ils sont vraiment tous horribles, Aurélien Barraud, qui, eux, ne prennent pas du tout la chose de manière individuelle, la volonté de puissance, etc. Eux, ils ont un côté très commission parlementaire, conférence devant les banquiers, forum économique mondial. Oui, voilà, mais c'est les porte-paroles du Great Reset. Hein. C'est les grands porte-paroles du Great Reset. Et j'ai l'impression que cette angoisse de l'effondrement est en train de devenir l'outil de planification future qui va devenir invivable, qui va faire passer la surorganisation du monde à un niveau encore supérieur. Et là, ce ne sera pas notre peau qu'il faudra sauver. Ce sera notre âme, parce que ça va être le monde. Moi, pour préparer l'émission, je me suis regardé 4 heures de commission parlementaire de Jean Covici. Mais c'est horrible ce que dit cet homme. C'est horrible. Comment il voit l'avenir, comment on va survivre, comment on va devoir gérer les ressources, comment on va devoir s'organiser. C'est collectiviste, c'est égalitariste, c'est absolument incroyable. Il dit 80% d'analyse, il a 80% d'analyse juste. Alors je ne le suis pas du tout sûr. Il est très fort, c'est pas la question. Mais c'est un crypto-communiste. C'est un crypto-communiste. Et je l'ai senti depuis le début. D'ailleurs, tu as vu le nombre de fois que je l'ai interviewé. Bah, tu l'as jamais. Oui, voilà, c'est ça. Vous êtes jamais rencontrés. Parce que j'ai envoyé une fois un mail en disant j'ai bien écouté votre émission, mais je pense que mais sur ce point, à mon avis, vous êtes complètement à côté de la plaque parce que vous n'êtes pas scientifique sur ce point-là, donc vous ne pouvez pas dire je suis scientifique, donc je sais que le climat, tu sais rien du tout sur le climat. Oui, il a cette approche très zététicienne de la chose. Mais non, tu sais rien sur le climat. Et ensuite, on va devoir gérer l'effondrement par une méthode étatique, finalement, etc. Alors, la bonne nouvelle, c'est que oui, on peut avoir dans l'interview précédente, on m'a posé la question, est-ce que tu penses qu'on va plutôt vers Mad Max ou plutôt vers Soleil Vert? Si on doit choisir entre les deux, évidemment on a plus tendance à avoir Soleil Vert que Mad Max, parce que Mad Max, ça... on a tous aimé ces films, et il y a un côté fantastique dedans, mais soyons réalistes, se balader en chaps sans cuir dans une voiture V8 à la recherche d'essence, probablement, parce qu'il faut bien lui faire bouffer de l'essence à cette bagnole, dans un désert, c'est pas très réaliste comme futur. Enfin, c'est une belle histoire de science-fiction, mais c'est avec une obsession du personnage. C'est noble. Il n'y a pas que Mad Max, hein. Il y a la peste écarlate de Jack London, moi, qui m'a fait rêver. Il y a Ken le Survivant. Si tu veux, devant Ken le Survivant, je rêve. Devant Soleil Vert, je rêve pas. Hein.
Non, mais je rêve pas non plus de vent sur les verts, mais c'est qu'il y a une tendance à... C'est-à-dire qu'il y a plus de possibilités qu'on nous mette dans un système dictatorial totalitaire où on gère, c'est l'idée du grand reset. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que dans l'histoire, cite-moi un système totalitaire qui a duré longtemps. Justement, c'est que jusqu'à présent, je pense que les grands empires, les grands systèmes, qui sont d'énormes usines à gaz en réalité, n'avaient pas les outils pour les gérer. Alors qu'aujourd'hui, nous arrivons à une époque où on a Internet, on a l'intelligence artificielle, on a la bombe atomique, on a la bagnole, on a les antibiotiques, et justement, aujourd'hui, nous avons la technologie qui permet de gérer à l'infini des usines à gaz, et on se retrouve avec la civilisation du meilleur des mondes. Le monde s'appelle. Voilà. Et des gens, et Ralph, reproduire à l'infini, tu vois. Et des gens qui sont mûrs, pour la servitude volontaire. Oui. Parce que les systèmes totalitaires à l'ancienne, il y avait encore des barbelés, il y avait encore des miradors, il y avait encore. Je crois que les systèmes totalitaires sont toujours basés sur la servitude volontaire, sinon ça s'appelle une occupation étrangère ou une occupation. Parce que je veux dire, l'Empire romain, il est assez totalitaire, hein, mais enfin, pour l'époque, évidemment, il s'en foutait de ce que tu pensais, parce que de toute façon, les 3 semaines. Il y avait un préfet sur place, des armées dures à mobiliser. Ça n'avait rien à voir avec aujourd'hui. Non, mais tu faisais pas chier l'empereur. L'empereur, non. Ah bah oui, c'est normal. Sénateur parce que tu finissais dans le cirque, quoi. Tu finissais dans le Colisée. Mais la volonté du pouvoir était appliquée extrêmement brutalement quand nécessaire. Ouais, mais du coup, c'était une servitude involontaire. C'était une servitude involontaire. Alors que là, les gens, ils ont même plus envie de critiquer l'empereur. Avant, ils avaient envie de le critiquer, mais ils se taisaient parce qu'ils n'avaient pas envie de finir au lion. Là, aujourd'hui, ils l'aiment. En revanche, tu vois dans les totalitarismes plus près de nous, même avec le totalitarisme de la République française, c'était violent. Ça s'est pas fait facilement. À la fin, Napoléon a su gérer la chose, mais avec quelles conséquences aussi dramatiques. Avant, les rois, soit ils n'avaient pas de pouvoir, mais quand ils en avaient, typiquement Louis XIV, ça s'est pas fait facilement, et puis ça a duré son règne, parce qu'après c'est parti dans la décadence de la noblesse. Moi j'aime bien le modèle monarchique, hein, mais il faut que ça suive, quoi, au niveau des compétences et du courage. Et puis du donnant-donnant, c'est toujours la même chose. On protège, on a des droits, mais on a des devoirs, et dans toutes les castes sociales, il y a besoin de ça. Le système nazi, ça a été une flambée, puis ça s'est effondré, quoi. C'est 10 ans, 15 ans, ça a été n'importe quoi. Le communisme, ça a déjà duré vachement plus longtemps. Alors, il y a une première phase, et c'est là où je voulais en venir. C'est assez intéressant, le communisme. Parce qu'il y a une première phase de terreur, clairement, c'est Jacobin, Staline, qui avait beaucoup lu, il connaissait très très bien comment ça marchait. C'est un mec intelligent, Staline, hein. C'était pas juste une brute. Sans blague. C'est une brute, un gangster et un mec intelligent. Jean Covici aussi, c'est un mec intelligent. On ne reproche pas aux gens de ne pas être intelligents. On leur reproche d'avoir des idées complètement merdiques, quoi. C'est ça qu'on leur reproche. Oui. Alors, après Staline, l'Union soviétique s'est convertie dans un machin où en fait les castes dirigeantes, en gros, faisaient semblant de suivre l'objectif de la dialectique matérialiste lénino-marxiste, à partir du moment où ils avaient suffisamment de ressources pour eux et qu'ils pouvaient les maintenir en faisant... Et bien sûr qu'il fallait avoir du pouvoir, bien sûr qu'il fallait développer des formes de technologie qui donnent du prestige, envoyer les hommes dans l'espace, machin, tout ça. Mais dans la pratique, ils s'en foutaient tant qu'ils restaient au pouvoir. Et la population, elle faisait semblant, lorsqu'il fallait s'exprimer, d'avoir la dialectique qui correspondait à la narration du régime. Mais en réalité, était dans la combine, dans la débrouille, ils se démerdaient, etc. Lire le livre très intéressant de Václav Havel sur la liberté dans un monde totalitaire. Là où tu as, à mon avis, une piste de réflexion très intéressante, et on est nombreux à y réfléchir avec peut-être angoisse, j'espère pas, mais certainement avec une réflexion importante, c'est justement ces nouvelles technologies, ces nouvelles méthodes qui viennent à nous, peuvent donner au pouvoir certainement un moyen de contrôle et de surveillance
rêvait la RDA, que s'imaginaient même pas les nazis à l'époque, parce que clairement aujourd'hui on est dans... Là ils nous écoutent. Tu mettais 2 semaines pour envoyer un courrier. Tu mettais 2 semaines pour envoyer un courrier. Oui, c'est ça. Non, mais tu vois, tu as raison. Organisationnel, tu vois. Mais cette technologie et cette administration et cette bureaucratie, elle a un coût gigantesque parce que, les technologies, moi je viens de ce monde-là, ça marche jamais en réalité, ça marche jamais. L'informatique, ça plante, les robots se remplissent de poussière, les engrenages pètent, il faut de la maintenance, ça fonctionne pas. Oui, c'est mieux qu'il y a 20 ans, et dans 20 ans, ce sera plus performant qu'aujourd'hui, peut-être, mais tout ça, ça demande du coût, de l'énergie, des gens intelligents qui savent faire la maintenance, enfin intelligents dans le sens pratique, qui savent faire la maintenance, qui savent réparer, qui savent faire en sorte que ça fonctionne. Et même un robot, c'est immensément plus cher qu'un... Alors, pour la petite histoire, mon père travaillait dans une société d'informatique très, très, très grande, et il avait travaillé notamment dans l'installation de l'informatique de Fiat dans leurs usines automatisées des années 80. Fiat avait développé une branche de robotique qui existe toujours, qui s'appelle Comau, qui était intégrée avec les ordinateurs que vendait la boîte où bossait mon père. Et ils étaient très conscients que la robotique allait toujours être beaucoup plus chère que l'humain. Mais eux, ce qu'ils ne voulaient pas, c'était des humains à gérer parce que c'était incertain et imprévisible. C'est tout. C'était pas le coût. Et alors moi, du coup, je vais te poser une question parce que tu dis les totalitarismes s'effondrent. On n'a peut-être pas la même définition, mais qu'est-ce qu'un totalitarisme? C'est un système dans lequel l'individu n'a plus aucune emprise sur son destin, finalement. Je suis bien d'accord. Les systèmes actuels sont plus subtils, sont mieux conçus, mais c'est le totalitarisme. Les gens qui pensent que ils participent au processus décisionnel quand ils vont voter, moi j'ai de la peine pour eux, hein, je suis désolé. Oui. Alors c'est là où il faut, et Pierre-Yves, tu avais raison tout à l'heure lorsque tu parlais d'effondrement psychiatrique, qui pour moi c'est deux choses qui vont de pair avec l'effondrement physique, qui en fait c'est ce que j'appelle l'effondrement économique, parce qu'au finalement c'est l'économie qui nous nourrit, qui nous amène la nourriture dans notre frigo, qui nous permet de nous déplacer. Alors là où c'est très intéressant, je crois, par rapport à cette comment dire, répète-moi juste la dernière phrase, Raph, parce que juste pour que je sois sûr que je disais que nous sommes dans une forme de totalitarisme beaucoup plus subtile, où on fait croire aux citoyens qu'ils participent au processus décisionnel. Mais il est autant dépossédé de la chose publique qu'un habitant de l'URSS des années 20. Mais en fait, ce qu'il faut, c'est voir les structures des sociétés humaines. Et là, on tombe sur de nouveau, on parlait de cycle tout à l'heure, on parle c'est pour ça que j'ai perdu le fil tout à l'heure. Les structures humaines, elles ont tendance à, quel que soit le niveau de société, alors il y a des aspects culturels importants. Les Chinois ne sont pas les Japonais ne sont pas des Peuls, les Peuls ne sont pas des Wolofs, les Wolofs ne sont pas des Bretons, et ainsi de suite. Ok, oui, c'est vrai. Mais dans une société organisée, on a en général, pour faire simple, 3 groupes, pas forcément de part égale, hein, mais on a un groupe qui est d'accord avec la narration officielle parce que il est crédule, parce que c'est comme ça, parce que ça a toujours fonctionné comme ça. Un élément passif. Il va suivre. Le groupe est trans, et les 3 groupes d'ailleurs sont trans classe sociale. Il y a des variantes, il y a des proportions. Mais on a des gens passifs, on a des gens très fortunés, ils peuvent être des très bons commerçants, mais par rapport à l'autorité, ils sont complètement, si le président l'a dit, il faut le faire, voilà, et ainsi de suite, et y compris dans les classes prolétaires, etc. Dans des proportions pas toujours les mêmes, mais ça. Il y a une deuxième partie, qui est une partie de la population, alors on va dire 30%, pour faire simple, qui sont d'accord avec la narration, parce que finalement ça les arrange, mais au fond d'eux, ils ne sont pas convaincus, ils s'en foutent un peu, et ça les arrange. Mais si ça devait changer, on changera. C'est voilà, c'est pas idéologique. Les opportunistes. Il y a un côté opportuniste, il y a un côté si pour bosser il faut que je me fasse vacciner, ok, je m'en fous, voilà.
les plus malins, ils font un faux pass, machin. Bah, bref, tu vois comment ça a été pendant ces trucs. Et puis, il y a 30% de gens réfractaires qui réfléchissent, qui se disent mon instinct me dit que non, on va pas faire ça comme ça. T'es optimiste sur 30%. Je l'avais dit, je sais pas, les proportions varient des époques, des trucs. Ouais. Il y a une partie des... En Suisse, on a 40% des gens qui ont voté contre les lois Covid. C'est pas mal. Alors que les lois Covid donnaient beaucoup d'argent à beaucoup de gens pour aider les entreprises, les PME, machin, tout ça. Bon, ça dépend d'un pays, ça dépend de la lobotomisation, du niveau d'avancement de la lobotomisation de la psychiatrie du pays. Et aussi les armes, hein. Tu l'as dit tout à l'heure, hein, le fait que les Suisses sont armés, tu fais pas avaler la même pilule à une population désarmée qu'à une population armée. Hein. Oui, parce qu'en fait, quand tu es armé, ce que les gens imaginent, voient pas toujours, c'est qu'en fait, quand tu es armé, tu as 2 développements psychologiques importants qui viennent. Le premier, c'est ta responsabilisation, parce que tu vas pas faire des conneries avec tes flingues. Parce que tu fais une connerie, il y a des conséquences qui peuvent être très lourdes. Je veux dire, tu laisses ton arme chargée sur la table, tu as ton gosse qui l'utilise. Drame potentiel. Donc, tu es très responsable et tu es très... tu es très circonspect quant à la sécurité, etc. Mais deuxième élément, c'est que ça t'oblige à beaucoup réfléchir à la force que tu disposes. Parce que c'est clair que c'est pas juste un canif, c'est pas un casse-tête, c'est t'as un fusil full auto chez toi, tu peux potentiellement faire des sacrés massacres avec. Donc, ça t'oblige à être réfléchi, à pondérer les choses, et en face, ça oblige le pouvoir, les autorités, y compris les forces de l'ordre, à réfléchir déjà dans la méthode et dans la manière de présenter les choses, et puis sur le fond, parce qu'en Suisse, on a quand même sur le fond, on est la même enseigne que les autres aujourd'hui, on est tout aussi globaliste, on est parfaitement dans la même direction que vous et que d'autres pays occidentaux, mais on y va plus lentement, on prend les choses différentes, et puis on a cet écueil, effectivement, la population ne veut pas être désarmée, et c'est le cas de la République tchèque, c'est le cas de la Finlande, c'est le cas de plein de pays, en fait. Ouais, mais c'est le cas de pays qui ont tous un point commun. Je vais mettre les États-Unis à part parce que c'est complètement un autre sujet, mais c'est des petits pays. C'est des petites usines à gaz. Là, ils n'ont pas l'histoire du jacobinisme centralisé, par exemple, français, mais pendant longtemps, en Angleterre, les gens étaient armés, et puis ça a disparu. Et c'est pareil en Australie. Tu imagines l'Australie avec l'environnement de sauvage qu'il y a là-bas, naturel, hein, et voilà. C'est étonnant, mais par exemple, tu sais, c'est alors je fais un cours saut temporel et géographique, mais le Japon de la fin du 19e siècle, il y a eu cette question, est-ce qu'on désarme, y compris les samouraïs, de leurs sabres? Ça a foutu le bordel, hein, cette question-là. À la fin, ils ont trouvé un compromis. Il y a un siècle, peut-être un peu plus, ou un peu moins, j'en sais rien, mais la Suède, c'était un pays de barbares qui se mettait des coups de hache dans la tête. Hein. Ça remonte à pas si longtemps. Ils se sont... Maintenant, c'est... Est-ce que c'est pas une question? Il y a une question d'armes pour moi. Tu sais, quand tu parles de taille, que c'est des petites usines à gaz, mais en fait, parce que finalement, ça revient à ce qu'on disait sur les banlieues aussi. Pourquoi les banlieues, ils ont été moins contrôlés? C'est parce qu'ils ont ils répondent par la violence, en fait. Et donc, du coup, et moi, d'ailleurs, je trouvais ça bien, en fait. Moi, j'aimais pas, justement, ça m'énervait à l'époque le discours des droitards de oh non, l'État est totalitaire, il nous enferme chez nous, et regardez, les banlieues, eux, ils sont dehors. Bah ouais, mais ils sont dehors parce qu'ils tirent des coups de kalachnikov en l'air, et que si jamais les flics arrivent, ils se font caillasser. Donc, pourquoi faites pareil, les gars? Ils opposent un rapport de force, bienvenue dans la vraie vie, en fait. Voilà. Et il y a ça, et le communautarisme, voire même le tribalisme aussi, enfin, c'est peut-être pas en Suisse le tribalisme, mais la Suisse, c'est un pays qui a une forte identité quand même communautaire. D'ailleurs, et la Suisse a une réputation de vaillants guerriers, soldats. C'est comme les gardes de Suisse du pape. Il y a une tradition ils rigolent pas, quoi, les Suisses, quand on les emmerde, quoi. Ils sont cool, les Suisses, mais il faut pas venir les chercher, quoi, en gros, quoi. Il y a plein d'exemples comme ça. Je prends un exemple au hasard tu sais, on parlait de bon sens tout à l'heure. Si c'est pas le cas, c'est parce que je suis en train de penser à l'interview que j'ai eue il y a 2 heures. En Italie, j'ai des gens que je connais qui ont une maison, ils ont 2 maisons, une dans laquelle ils habitent et une maison, on va dire, de vacances qui est à la campagne. Et
il y a eu soupçon que dans cette maison s'installent des gitans. Alors, en Italie, c'est pas les mêmes qu'en France, c'est autre chose. Mais bon, bref. Il y a des services pour ça en Italie. Alors, ce sont des Albanais. Tu les appelles et ils te proposent le service. Alors, de ce que j'ai entendu, il y a deux sortes de services. Il y a le service à 400 €. À 400 €, ils te garantissent que dans la semaine, ta maison, elle est vidée de visiteurs. Honnête. Super honnête. 400 €. Donc, les mecs, tu as des gitans chez toi. Les mecs, ils prennent 400 €. Ils vont voir les gitans. On ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas ce qu'ils disent. On ne sait pas ce qu'ils négocient. Et dans la semaine, les mecs sont partis. Et puis, tu as la version à 800 € où ils partent dans la journée. Et là, je sais ce qu'ils font. Et c'est les Albanais. Et de toute façon, c'est vite vu, personne n'aime les gitans, c'est comme ça. Donc, les flics vont pas réagir. Ils sont même pas au courant. Les voisins, ils s'en branlent. Et les mecs arrivent, ils débarquent dans la maison avec les outils qu'il faut. Et ils chopent les gosses et ils te disent, tu fais tes valises, tu dégages. Maintenant, sinon, vous finissez tous dans la rivière. Les gosses en premier. Alors, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est éthique? Est-ce que c'est sympa? Mais ça marche. Non, mais c'est vrai, mais tu as même ça en France, tu sais, tu as plein de gens, des retraités qui se font squatter leur maison. Ils mettent je sais pas combien d'années pour les récupérer avec des procédures judiciaires. Et j'avais vu un petit pépé, sûrement d'origine maghrébine, qui avait eu sa maison squattée. Les squatteurs, en un après-midi, ils ont été virés. Oui. Et ça, c'est les bienfaits. Ça, c'est les bienfaits du communautarisme et du tribalisme qu'on a perdu. En tout cas, en France, de toute façon, je ne sais même pas si la France, on en a déjà parlé avec Ralph, mais comme tu le dis, c'est un pays centralisateur de communautés qui se détestent en final. S'il n'y avait pas ce pouvoir central, les Arvernes contre les Carnutes, quoi. D'individus qui se détestent. Ça, c'est grave, ouais. C'est vrai. Ouais. En tout cas, l'individu est totalement dépossédé. Jusque-là, on n'a pas encore parlé de ce qui pourrait faire qu'il n'y ait pas d'effondrement. Parce que ça va dans le sens que ça va pas bien se passer, quoi. En début, tu as vu une vidéo récente où tu parlais avec des éléments très techniques. Notamment, tu disais quelque chose d'hyper intéressant. Parce qu'en fait, ces questions d'écologie, en fait, ça intéresse les puissants de ce monde. À partir du moment où ils ont compris qu'il y avait de l'argent à se faire dessus, parce que sinon ils en avaient strictement rien à branler. Donc dans un premier temps, ça, et je t'interromps, excuse-moi, il y a un deuxième élément, c'est de se donner bonne conscience. Parce que dans les dîners entre eux, le mec qui dit « Ah, moi j'ai financé un projet pour… » Donc c'est la même version que dans les petits dîners de la petite bourgeoisie où tu dis « Ah oui, mais moi je trie mes déchets, tu comprends, nanana. » C'est se donner bon marché, relativement, bonne conscience et se faire une vertu par rapport aux autres dans sa classe sociale. Vertu signaling. Voilà. Et aussi, c'était bien pour le business, parce que quand une entreprise finançait des projets écologiques, et tu disais un truc vachement intéressant, tu disais, à force de greenwashing, où en fait, ils ont quand même dépensé des milliards dans ce greenwashing, et ben finalement, il y a quand même des trucs qui ont marché, tu vois. Il y a plus de forêts qu'avant, peut-être le littoral est mieux préservé, peut-être les histoires de plastique, on y fait un peu plus gaffe, parce qu'on a financé des projets de gens motivés, etc. etc. Donc, déjà, tout ce greenwashing dont on nous rabat les oreilles, moi j'ai l'impression d'entendre ça depuis que je suis enfant, donc c'est pas nouveau, hein, ça fait une trentaine d'années. Ouais. Et finalement, ça a eu un impact plutôt positif sur l'environnement, quoi, on va dire. Par endroit, oui. Par endroit, par d'autres endroits. Et en fait, il y a une vraie possibilité qu'il n'y ait jamais d'effondrement. À mon avis, c'est trop tard, on l'a loupé. Mais en fait, la réalité, c'est que tu laisses… Alors, évidemment, je passe ça sur… Je crois de l'empirisme, mais en réalité, c'est une croyance, parce qu'on a tous un biais de confirmation par rapport à nos croyances. Donc, je suis sûr que j'aurais en face de moi un communiste, un marxiste-léniniste, il me dirait « Non, 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 tu te trompes pour X, Y raison. » Mais si tu laisses le marché sans intervention étatique, sans travestissement et distorsion, en fait, ce qui se passe, c'est que les gens n'aiment pas vivre dans un endroit pourri, pollué, dégueulasse. Donc, ils veulent faire en sorte qu'autour d'eux, ce soit beau, ce soit propre. J'ai vécu ça en Italie où, quand j'étais gamin,
plus tu descendais la latitude dans la péninsule, plus les gens jetaient les poubelles n'importe où, n'importe comment, c'était dégueulasse. Avec l'enrichissement du pays, avec les années 80, les années 90, où il y a eu quand même une richesse qui s'est développée dans le pays, plus tu vois que le je jette les poubelles n'importe comment a diminué. Et aujourd'hui, tu vas dans le sud de l'Italie, c'est beau, c'est propre, parce qu'ils ont découvert aussi que le touriste, il n'aime pas aller là où les gens ils jettent leurs poubelles. Et donc, il y a un effort qui a été fait. Tu vois, à Rome, c'est une ville super propre, alors qu'il y a 30 ans, c'était limite, quoi. Et ça, c'est les gens. C'est pas que les politiques publiques, c'est aussi des gens qui se disent, non, mais tu fais de la police autour de chez toi, tu dis c'est qui a jeté ces trucs, tu fouilles les poubelles, tu trouves le nom du mec, tu vas le voir, et petit à petit, ça s'améliore. Les gens ont changé leur comportement pour de vrai, et je le vois moi aussi, je suis pas un grand, mais comme toi. Je veux pas vivre dans un environnement dégueulasse, et la nature, je trouve ça quand même important. Donc, j'essaye de pas tout saloper, quoi. Voilà, je le fais. De la même manière que, là aussi, le communiste ne serait pas d'accord, mais pourtant, quand l'industrialisation a commencé, début du 19e siècle, fin du 18e, en fait, tu as des gens en France, en Angleterre surtout, puis en Allemagne, et puis plus tard en Italie, en Russie, etc., qui avaient 4 ou 5 gosses, et une usine à côté ou une mine qui disait bah, « nous, on a besoin de gens. Et on est prêt à embaucher vos gosses. Parce qu'on a besoin de gens. » Et toi, tu dis « mon gosse, j'arrive déjà pas à le nourrir. Mais s'il arrive à aller bosser 4 ou 5 heures à la mine ou 10 heures à la mine dans la journée, il rapporte de la bouffe, de l'argent à la maison, on peut le nourrir. Et peut-être qu'un jour, ses enfants à lui iront à l'école, etc., etc. » Donc ça, c'est là. Et de fait, on voit ça dans le pays, j'ai vu ça dans les pays du tiers-monde, 100 ans plus tard, où à partir des années 50, tu avais les gosses qui bossaient dans les rizières, dans les trucs, dans les usines dégueulasses, comme encore en Chine aujourd'hui, mais c'est en train de changer. Ça a changé en Corée. La Corée était comme la Chine il y a 50 ans. Il y a 100 ans, on va dire. 80 ans, dans les années 50. Mais en Chine, aujourd'hui, tu sais dont on parlait avant, les enfants dans les usines qui fabriquaient les jouets, machin, tout ça, c'est en train de disparaître. Ah oui, c'est en train de disparaître, oui. C'est en train de disparaître parce que ces gens-là, ils ont gagné de l'argent, ils ont envoyé leurs gosses à l'école. Maintenant, les gosses, ils disent, mais moi, je bosse pas à l'usine, je deviens financier, trader, n'importe quoi, avocat. Ingénieur, surtout, oui, bien sûr. Ouais, bien sûr. Et les parents, ils vont aller à la retraite, et les mecs qui cherchent l'usine, ils se disent, merde, c'est devenu trop cher, on va fabriquer au Vietnam, en Indonésie, et ainsi de suite. La force du marché est puissante dans la création de richesse, et quand on crée de la richesse, on arrête de dégueulasser l'environnement, et donc, à terme, on veut de l'air propre, parce que la question, c'est pas est-ce que le nucléaire, c'est bien, c'est pas bien, c'est est-ce que tu veux ton air propre ou tu veux une usine à charbon autour de toi. Et on va développer ensuite les technologies pour rendre plus sécure, plus sûr, moins polluant, moins dégueulasse. Aujourd'hui, en Chine, les nouvelles centrales à charbon, elles ne sont plus aussi polluantes que celles qui, a 30 ans, qui mettaient du smog partout. Maintenant, ils ont des usines qui sont capables de garder, de comprimer les fumées, de les compacter, il y a énormément de technologies qui se développent. Et là, dans ce sens-là, quelqu'un comme Charles Gave ou d'autres, ils ont raison. Si on laisse la technologie, l'innovation, la créativité des gens, alors bien sûr, il y a tout le temps, il y a des escrocs, bien sûr, il y a des profiteurs, mais en fait, on arrive. Sauf que le capitalisme a disparu il y a 20 ans et était déjà bien mal en point depuis les années 70. Ce dont tu parles, j'appelle ça une forme de renouveau de l'idéologie du progrès. Finalement, tous les problèmes engendrés par l'industrialisation, la surpopulation, seront réglés par la technologie. Et j'ai l'impression que cette pensée s'était épuisée. Il y a 10-15 ans, elle s'était épuisée, qu'elle revient peu à peu. Et aujourd'hui, mais elle revient. On voit des techno-optimistes complètement délirants, quoi. Là, tu vois. Ouais. Juste un truc aussi, vous n'avez pas parlé, parce que moi je suis d'accord avec ce que tu dis, Piero San Giorgio, sur l'augmentation du niveau de vie. Mais moi je pense que l'Europe occidentale va passer de pays développés à pays en voie. En fait, c'est comme des vases communicants, l'économie. Ouais, voilà. Et nous, par exemple, les Allemands vont rouvrir des usines à charbon. Et c'est les Chinois, en fait, qui vont faire des usines nucléaires propres et avoir une classe moyenne qui monte. Eux, en gros, ils vivent les 30 glorieuses, en fait, les Chinois et les Hindous, on va dire. Ils sont au début, quoi. Ils sont en 1955, quoi. Et alors que nous,
notre avenir, j'allais dire, c'est plus le Brésil, hein, en fait. Mais le Brésil. Si tu as de la chance. Si Oui. À mon avis, ça va être plutôt l'Afrique. Non, ça va être. Putain, qu'est-ce qu'il y a comme pays bien. Qu'est-ce qu'il y a comme pays dégueulasse pays dégueulasse. Haïti. Ah ouais. On va passer par le Brésil. Ça va faire France, Brésil, Haïti. Quoi. Mais oui. Alors, cela dit, il y a un truc intéressant, c'est que le Brésil, mine de rien, est un des modèles non dits et inconscients des élites du monde. Parce qu'en fait, c'est un pays à strates extrêmement sauvages. C'est-à-dire que tu as des strates économiques extrêmement segmentées, avec des ascenseurs, hein, tu peux passer d'une ou l'autre, mais c'est très dur. C'est clair que tu as une... Et en plus, c'est sur des bases assez fortement ethniques. Et je veux dire, voilà, renseignez-vous sur la communauté juive brésilienne. Très intéressant. C'est très intéressant de voir qui. Bref, parce que c'est basé sur des compétences, des niveaux, etc. Là où il y a un truc que tu disais très juste avec l'idéologie du projet, c'est que c'est vrai qu'il y a eu une mutation subtile qui a dû se faire à un moment. C'est qu'on est passé de la. Si en 1850 tu parlais de progrès à quelqu'un qui avait, je sais pas, une industrie, à Carnegie ou à le mec qui développe son industrie de l'acier, qui te disait, moi mon projet c'est que on va faire de l'argent, on va faire des chemins de fer à travers tout le pays, et donc je vais produire l'acier nécessaire pour cela. On va transformer la flotte marchande avec des coques en dur, en acier, plutôt que des coques en bois. C'était ça le progrès pour l'époque. Comment il s'appelle ? Edison te dirait, on veut électrifier le pays. Tu sautes de 50 ans dans le futur, de 100 ans dans le futur, les mecs te disent, non mais moi j'ai vécu ça gamin, le futur c'était, on va aller dans l'espace, on va aller en vacances. Où on va tous avoir des toilettes chez nous, c'était aussi simple que ça. Mais donc on était sur des projets qui étaient extrêmement pragmatiques et réalistes. Aujourd'hui, c'est on va coloniser Mars et on va vivre 1000 ans. C'est complètement. Ouais, enfin, moi j'ai l'impression que j'ai l'impression que le projet c'est on va vivre en troupe avec un transgenre hydrocéphale et on va vivre 1000 ans avec une bite sur le crâne et c'est formidable, tu vois. Bon. J'ai l'impression que c'est devenu un truc complètement foldingue, mais oui. Sans compter. Ouais. Et puis il y a aussi tout simplement le métissage, hein, l'aspect. Moi c'était aussi là-dessus que je dis. Mais c'est vrai que finalement c'est un mauvais exemple le Brésil. Parce que ça marche par strates. Métisser les classes prolétaires, ça les intéresse. Bien sûr. Ouais. Détruire les murs porteurs, en fait. Ce qu'on dit, parce que les murs porteurs, c'est la famille, c'est l'ethnie, c'est le couple. Et tout ça, c'est en train d'être cassé, en fait, tout simplement. Mais une société à la soleil vert, une société avec des masses prolétaires, de lumpenprolétariat abruti. 1984. 1984. Parce qu'il y a le rationnement des matières en plus. Hein, c'est ça qui est vachement fort chez lui. Le truc, c'est qu'en fait, là où Orwell, peut-être, dans son génie, a peut-être pas voulu développer dans son livre ce détail-là, c'est que si toi, tu dis, on va faire une société où on a des masses qui servent à rien, mais qui consomment peu, alors passe carrément à l'étape suivante, c'est élimine-les. Ça, c'est une option. Ou la deuxième option, il n'y a plus rien qui fonctionne. Et donc, ça se viande. Et je pense que c'est ça qui est ce qui nous pend au nez, en tout cas en Occident de l'Ouest, en Europe de l'Ouest, etc., où, pour X raisons, incompétence, machin, à mon avis, tu sais, on va fermer les centrales nucléaires. Il y a de l'idéologie là-dedans, mais pas que. C'est qu'il n'y a pas d'ingénieurs pour remplacer les ingénieurs qui vont partir à la retraite. Oui. Donc, comment tu fais marcher le bousin si tu as des gens incompétents? Parce que je ne sais pas si on arrive à faire une école accélérée dans le 9-3 pour devenir ingénieur nucléaire, mais au bout d'un moment, il faut des gens sérieux dedans. Il n'y a pas des gros risques, mais simplement, ça ne va pas marcher. C'est-à-dire, au bout d'un moment, ils vont plus savoir faire la maintenance et puis ils vont arrêter. C'est ça que je voulais te dire, Pierrot. C'est que moi, je pense effectivement que ça va pas marcher, qu'il y aura plus de centrales nucléaires, que le pays va aller à volo. Oui. Mais quand je disais le Brésil, ça va quand même marcher. Il y aura quand même le PIB, il y aura quand même 2-3 supermarchés. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Les gens, ils vont vivoter, quoi. Ils vont vivoter.
Les gens, tu les fais bosser pour une paire de Air Max, tu les fais bosser, et puis il n'y a pas de problème en fait. Alors, il y a de la marge. C'est vrai que si on voulait être vraiment... si on enlève le facteur imprévisible, explosif de l'humain, qui peut... il y a un moment, il y a eu des jacqueries. Hein, il y a eu un moment où ça frappe, quoi, ça tape. Et puis, il y a un moment où des trucs incontrôlables arrivent. Il y a des éléments exogènes difficiles à prévoir. Mais c'est possible. On va prendre le scénario où ça fonctionne. Un bon scénario que j'avais trouvé énervant parce que, bon, il y a un côté ludique dans le film, mais c'est le film Ready Player One de Spielberg. Je le connais pas. Où tu vois des gamins et donc toute une société où des gens sont clairement sans emploi et qui foutent rien toute la journée, qui sont dans des maisons qui sont faites des containers empilés les unes sur les autres, qui sont réadaptés. Ils sont livrés une fois par jour ou 2 fois par jour. On leur livre un peu de nourriture avec des drones, tu vois, des drones qui t'amènent ta pizza ou tes trucs. Et en fait, ils sont toute leur journée dans un jeu virtuel. Et dans le jeu, ils essaient de gagner des points qui leur permettent d'améliorer leur personnage et qui leur donnent des avantages dans la réalité. C'est-à-dire qu'ils peuvent convertir les points qu'ils accumulent sur le jeu dans des bonus qui peuvent ensuite transformer en meilleure nourriture, machin, tout ça. C'est une prison en réalité. Ouais. Et c'était pas con ça, parce que là, tu peux gérer des masses, parce qu'en réalité, parfois j'entends des gens, des écolos qui nous disent, c'est plutôt des anti-écolos, mais il y a l'anti-écolo primaire, qui te dit, oui, mais si on groupait toute la population mondiale en un seul endroit, côte à côte, ça ne ferait que la taille de, je sais pas, de la Suisse. Charles Gave. On met tous les êtres humains dans Los Angeles à 1 mètre de distance. Tous les êtres humains de la Terre tiennent. Moi, j'ai envie de répondre, on les colle à 10 cm et on met un autre mec sur le dos, on les fait tenir dans la ville de Toulouse. Mais on s'en bat les couilles, c'est complètement con. Oui, parce que c'est un petit joueur, t'as qu'à les carboniser, ils tiennent dans 2 cendriers. Voilà, problème résolu. Non, mais voilà. Charles Gave, il est catho. Et les cathos ont un problème avec cette question de la surpopulation. La surpopulation ne peut pas exister dans le logiciel abrahamique. Bon, donc, un blocage c'est vrai que ça ne se voit pas dans la nature. Hein. Ça n'existe pas. Ça n'existe jamais, la surpopulation. Bah oui, bien sûr. C'est jamais un problème. Non, et bon, donc alors. Mais ce que tu dis, Pierrot, du film Ready Player One, on y tend un peu. Parce que si, imagine une société brésilianisée ou métissée, à qui tu donnes, je sais pas, 800 € de fausse monnaie de revenus universels, tu leur mets Netflix, du porno, des paris sportifs, et tu leur dis que si vous voulez augmenter un peu vos fins de mois, vous faites 2-3 sondages sur Internet, 2-3 trucs, tu vois, finalement, tu arrives plus ou moins au scénario de Ready Player One. Hein. Et puis, tu peux progressivement les éliminer par des campagnes de vaccination. En plus, Mais justement, moi, je pense qu'il y a un intérêt. Parce que pour moi, la surpopulation, c'est le sujet dont personne ne parle. Et c'est la réponse à toutes les questions. Je veux dire, on fait des vasectomies, on ligature des trompes. On fait ça tranquillement avec bonne petite planification sur 70 ans et on a réglé. En fait, les gens de ce monde veulent de la masse. Ils veulent de la masse humaine à disposition qui consomme et qui peut travailler et qui est à disposition pour nourrir leur projet. Tu vois, donc, déjà, rien que les propriétaires de l'immobilier, inconsciemment ou pas, ils sont pour l'immigration de masse. Parce que l'immigration de masse tire l'immobilier vers le haut. Parce que maman, si tu loues des appartements, tu veux des gens à mettre dedans. Et moi, je pense aussi qu'il y a une question ontologique. Je pense que notre hyperclasse, parce que le bourgeois, pour moi, enfin l'hyperclasse bourgeoise, depuis que la bourgeoisie a pris le pas, c'est des épiciers. Et donc, en gros, plus il y a de monde et plus je peux leur vendre de camelotes. Et donc, ça revient un peu à ce que tu dis sur les. Et c'est une question de mentalité, c'est pas des aristocrates dans l'âme. C'est le vendeur de tapis, quoi. S'il y a moins de gens, tu peux moins leur faire ce que tu veux, parce que d'un seul coup, le matériel humain devient précieux, et donc tu peux pas dire j'ai besoin de 50 connards qui font ce truc qui n'a aucun sens. Les gens vont dire bah non, j'ai pas envie de le faire. Bon, bah, ça les bloquerait dans leur projet, ça bloquerait la production. Donc en fait, cette question de surpopulation, elle est jamais évoquée. Alors malgré ce que disent tous les tenants des nombreuses théories du complot, qu'il y a un projet pour de dépopulation,
Bah, écoute, s'il y a un projet de dépopulation, ils s'y prennent vraiment extrêmement mal, quoi. Bill Gates en Afrique, il a merdé Bill Gates en Afrique. Hein. Ce qui est tout à fait possible. Hein, ce qui est tout à fait possible. Et je vais te citer une phrase là que je l'ai notée hier de Chateaubriand dans Mémoire d'outre-tombe. Il y a une phrase très courte qui est sympa qui dit: l'aristocratie connaît 3 âges successifs. L'âge des supériorités, l'âge des privilèges, l'âge des vanités. Sortie du premier, elle dégénère. Dans le second, elle s'éteint. Sortie du premier, elle dégénère dans le second et s'éteint dans le dernier. Ouais, il faut que j'apprenne à lire. Et je pense que ça vaut aussi. En fait, c'est pas que l'aristocratie, parce qu'à l'époque, évidemment, il a vu l'aristocratie péricliter. Mais en fait, ça vaut à toutes les classes dirigeantes. Oui. Aujourd'hui, nous sommes dans les classes dirigeantes, comme tu disais, les épiciers qui ont pris le pouvoir il y a un siècle et demi. Aujourd'hui, alors au début, ils ont pris le pouvoir parce qu'ils avaient l'argent, et cet argent, ils l'avaient fait. Oui, et puis il y avait même des aventuriers bourgeois anglais. Mais aujourd'hui, ils sont dans l'âge des vanités, et forcément, leurs agents, qui sont en fait les gouvernements, les ministres, ils sont tous d'une compétence qui ferait rigoler. On se moquait de François Hollande qui aurait jamais pu être, ça aurait pu être un sous-directeur de sous-préfecture il y a un siècle. Mais oui. C'est un mec brillant par rapport au type qu'il y a aujourd'hui. Quand tu vois les ministres qui se sont succédés, pas qu'en France, hein, partout, on voit les premiers ministres qui se succèdent à une vitesse de plus en plus forte en Angleterre, dans d'autres pays. On voit des gens qui n'ont jamais lu de bouquins, qui ne sont là que parce que finalement ils font partie d'une caste. Cette caste leur donne des privilèges, ils sont vaniteux. Et moi, j'ai appris une chose dans la vie, y compris à mes dépens par moment, c'est qu'en fait, l'arrogance, elle fait baisser ton QI de beaucoup, beaucoup. Et tes capacités cognitives, elles font une baisse vertigineuse quand tu es arrogant, quand tu es vaniteux, parce que tu te déconnectes encore plus de la réalité et tu vas faire les conneries qui vont te démonter la gueule tôt ou tard, directement ou indirectement. Mauvais exemple, le politique. Mauvais exemple, parce que le politique n'a plus de pouvoir politique. Le politique est une courroie de transmission. C'est bien ce que je dis. Monde économique. Donc, quelqu'un d'intelligent ne peut pas rentrer dans ce jeu-là. Donc, c'est forcément des serpillères et des grosses merdes. C'est obligé. On parlait de cette caste, la caste on va dire des marchands devenus dirigeants du monde. En fait, ils n'ont plus il y en a encore des compétents, j'en connais, mais ils n'ont plus cette compétence intrinsèque, cette grande qualité qu'ils pouvaient avoir. On a connu des grands capitaines d'industrie dans les années 70, 60, enfin des Dassault, tu vois, des gens qui ont monté des trucs anciennement blocs. Est-ce que tu penses, Pierrot, juste un truc, c'est que moi je suis d'accord avec vous, mais pour moi c'est quand même notre classe politique dirigeante, pour moi c'est des marionnettes, c'est des VRP. Est-ce que vous pensez pas, c'est peut-être mon côté complotiste qui reprend le dessus, mais est-ce que vous pensez pas qu'il y a une petite élite, on va dire une aristocratie d'affaires, qu'on ne voit jamais devant de la scène, qui continuent à faire apprendre le latin à leurs gamins. Je pense pas que ce soit des bouffons du tout, tu vois, genre. Ouais, moi aussi j'ai l'impression. Je crois pas que ce soit un rigolo, tu vois. Il y en aurait plein. Je pourrais. Non, mais alors, on peut prendre des contre-exemples, bien sûr. Oui. Mais j'ai l'impression que dans la masse, il y a une baisse vertigineuse des compétences et des qualités. Alors, je suis d'accord, les politiques sont le paravent, sont de pire en plus, ils en deviennent ridicules. Enfin, ça devient rigolo. Oui. Mais derrière, je pense qu'il y a quand même une baisse, parce que le niveau d'éducation, certainement dans les grandes universités, il est devenu misérable. Il est très, très mauvais. Dans les grandes universités américaines, je peux certainement en témoigner par plein de gens que je connais qui y enseignent parfois. Même. Ensuite, il y a peut-être des contre-exemples en France de gens qui sont... Non, c'était une question, d'ailleurs, c'était une question. Mais je crains que dans la moyenne, il y a une baisse de niveau très, très forte. Mais d'ailleurs, je vais vous dire un truc. Ça fait 3 ans que j'ai chopé un smartphone. J'ai constaté chez moi une perte de... C'est pas que l'âge,
j'ai constaté une perte de capacité à me concentrer pour la lecture, évident. Complètement. Mais c'est bien de toujours rappeler que quand on parle des choses, on se sort pas du lot. Hein. L'homme n'est pas une monade qui vit complètement déconnecté de son environnement. Il frappe le monde, nous touche dans notre chair. Il n'y a pas de choix. Hein. Et cela dit, moi, j'abonde dans le sens de l'élitisme, à condition que cette élite ait à cœur le bienfait de la population. C'est-à-dire, déjà, il y a une approche en fait ethno-étatique, si on veut, ethno-tribale, peu importe. Ce qui n'est pas le cas, et ce qui n'est pas le cas, parfois, alors moi, on entend beaucoup des gens, par exemple, qui critiquent, et souvent à très très mauvais escient et de très très mauvaise manière. C'est-à-dire qu'il y a des manières de critiquer certaines communautés que je ne mentionnerai pas, qui ont beaucoup de pouvoir, certes, mais qui ne sont ni monolithiques et dont les élites n'ont absolument pas à cœur le bien de leur population de manière générale. Ils ont vu, mais pas du tout. Cette baisse globale de niveau. Ok, mettons qu'il y a une baisse globale de niveau qui touche aussi bien les puissants. En Occident. En Occident. Si la baisse de niveau touche tout le monde, mais les hiérarchies sont respectées. Moi, je pense toujours aux années 50, la période qui précède mai 68. En fait, ce qui se passe, c'est que les gens du peuple, il y a eu tellement une élévation de conscience, une élévation d'éducation, des améliorations de nourriture, de trucs comme ça, qu'on arrive à un moment où il n'y a plus rien qui sépare le bourgeois du gars du peuple. Et donc là, on se retrouve dans une situation extrêmement explosive. Et toute l'histoire qui a suivi, ça a été l'histoire du dysgénisme de la population. Ils n'ont pas eu besoin de se concerter pour le faire. Ça s'est fait naturellement. Parce qu'à un moment, c'est leurs intérêts. Alors que si tout le monde devient des grosses merdes, bon, bah finalement, le niveau baisse globalement, mais la hiérarchie reste identique. Tu vois. C'est vrai en Occident. Mais en Chine, par exemple, je pense, tu sais, c'est le fameux truc du TikTok, tu sais, du TikTok chinois qui est beaucoup plus intéressant. Et parce que c'est une invention chinoise, TikTok, et pour l'Occident, il donne un truc complètement débilitant, super speed et complètement con, quoi. Des instruments. De toute façon, c'est faire baisser la décence commune, le niveau de décence commune, le niveau d'intelligence pratique, de logique, parce que ton ennemi ou ton client, il est plus facile à abattre ou à manipuler. Hein. Enfin, ce point-là, pardon. Vas-y, tu parlais des Chinois. Alors moi, il y a un certain hermétisme chinois, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de mal à rentrer dedans et à les étudier, sauf pour les gens qui... c'est l'Extrême-Orient quand même, c'est quand même quelque chose de très éloigné de nous. Mais tu vois, moi, des fois, j'entends les diplomates russes parler à la télé. Loin de moi l'idée d'être pro-russe, mais excuse-moi, quand j'entends les diplomates russes parler à la télé, dans un français parfait, tenir des propos absolument... de très très haut niveau de géopolitique et de diplomatie internationale. Voilà, c'est pas Elisabeth Borne, c'est autre chose, quoi. Ah ben, c'est quand même autre chose. Le gars est pas Premier ministre. Hein. Il y a deux choses. La première chose, c'est quand tu dis si le niveau baisse relativement à tout, rien ne change, sauf qu'il y a des compétences absolument minimales nécessaires pour faire fonctionner la machine. Deuxième point, et tu mentionnais Maurras. Alors, j'ai pas beaucoup lu Maurras, mais certainement, il y a beaucoup d'auteurs qui ont réfléchi depuis longtemps à certaines tendances lourdes, et parfois je suis étonné de voir même un Guénon, par exemple dans son règne de la quantité, qui a vu venir des trucs, alors philosophiquement, un siècle ou deux avant que ça arrive, hein, enfin un siècle. Bien sûr, il est visionnaire. Hein. Et il y a des gens comme ça, des gens visionnaires. Et c'est là où il y a un espace, il y a un point, Pierre-Yves, tu disais un truc au tout début de notre entretien qui était intéressant, très intéressant même, c'est que nous avons besoin d'un cadre. Parce que tout à l'heure, quand je vous parlais de certains, à mauvais escient, citent la main invisible de trucs là, mais de l'écossais là. Bon. Adam Smith, voilà. Que peu de gens lisent d'ailleurs. C'est vrai que son livre, il est épais. C'est comme Darwin. Tout le monde dit l'évolution. Personne n'a rien lu. Hein. Il est génial le bouquin de Darwin. Tu vois que le mec, il se remet en question, il doute, il se pose des questions. Mais alors Dieu, comment ? Tout ça, toute cette problématique dont on discute ce soir, elle aurait pu être la même discussion si on avait pu réunir Dostoïevski, Nietzsche et
allez, on va prendre un religieux de la même époque. Guénon, on prend Guénon, allez hop. Allez, parce que finalement, ils nous ont avertis en nous disant aussi un élément qui était dont la substantifique moelle est de dire, quelle que soit votre société, si vous n'avez pas de cadre, alors à l'époque c'était la religion catholique qui disparaissait, la religion chrétienne qui disparaissait dans son prestige, dans sa forme, parce qu'effectivement, si tu lis Kierkegaard, tu vois que le mec qui s'est un angoissé, c'est un génie, mais c'est un angoissé. Bon. Ils sont tous angoissés, les Allemands. Et c'est normal, parce que les mecs, d'un côté, la science n'explique pas encore tout bien comme elle peut le faire aujourd'hui. Tu vois, aujourd'hui, l'épigénétique, elle t'explique Darwin, en fait, Lamarck, mieux que tout ce qu'on aurait pu penser à cette époque, et confirme énormément d'intuitions. Mais à l'époque, tu as des mecs qui avaient des intuitions, mais la science n'était pas encore suffisamment forte pour confirmer ces intuitions. Et d'un autre côté, tu avais des gens qui étaient croyants, sincèrement, qui venaient d'une culture où on croyait sincèrement dans l'existence de Dieu, et dans son utilité même d'avoir une autorité supérieure à tout ce qu'un être humain peut être, qui puisse, même supérieur au roi, qui puisse te donner un cadre moral, et en réalité éthique, pour moi qui est plus élevé que la morale, c'est l'éthique, qui te dit ce que tu peux faire ou ce que tu peux faire. Regarde, c'est de l'époque où on cadrait les conventions de Genève pour la guerre, où on essaie de cadrer encore, on essaie de faire des conventions sur ce qui était évident à l'époque, précédente. Je veux dire, à l'époque de Louis XVI, Louis XV, jamais tu massacrais des populations civiles dans une guerre, et jamais tu massacrais les ennemis. Ils avaient compris quelque chose de très important, c'est que, par exemple, la France est censée avoir gagné la Deuxième Guerre mondiale. Faux. Quand on voit toute une génération se faire buter et que tu as 60 à 70% des hommes en âge de procréer qui sont traumatisés par la guerre, peut-être un papier, il y a peut-être écrit sur un papier que tu as gagné la guerre, en fait, tu as perdu. Bien sûr. Non, mais c'est vrai, il faut un mythe fondateur, un mythe commun ou une religion commune, ce qu'on veut. Moi, j'appelle un horizon commun qui élève chaque individualité, c'est-à-dire qui est supra-individuel, quoi. Et ça, pour un objectif commun, voilà quoi. C'est bien pour ça que dans Dostoïevski, dans ses romans qui sont hyper psychologisants, ils sont géniaux. Tu vois bien que les dialogues entre les personnages, c'est super fondamentaux. Il fait rentrer le diable même dans ces. C'est de la dentelle. C'est le mec, il a une précision. Enfin, Nietzsche, lui, alors dans un autre style d'écriture, beaucoup plus aphoristique, beaucoup plus violent, il nous dit. Tu sais, tu regardes l'abîme regarde en toi. En fait, c'est le nihilisme du monde moderne. Qu'est-ce qu'on va putain de faire quand tu seras juste seul, toi, avec ton Pornhub et ton écran de truc et machin quelque part, c'est ça déjà. C'est toi, tu regardes Pornhub, mais Pornhub te regarde toi, tu vois. Et mais on n'a pas réussi dans comment on appelle ça, l'ingénierie sociale, a fait des progrès absolument extraordinaires. Et maintenant, on arrive à gérer des populations sans horizon commun. Enfin, nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents auraient déjà pris leur fusil, mis une baïonnette et égorgé tous ces connards depuis longtemps. Mais ils ne sont plus là et nous avons été domestiqués. Et quand Nietzsche disait, pour conclure ce que je veux dire sur Nietzsche, quand il disait Dieu est mort, c'était à la fois un avertissement et la signification d'une catastrophe. Parce que ce qu'il entend par Dieu, c'est pas la religion, la moraline de la religion, c'est qu'on a une autorité suprême qui nous dit, voilà ce que tu n'as pas le droit de faire. Et même si tu es roi, même si tu es puissant, même si tu es bourgeois, même si tu es un commerçant, même si tu es un noble, tu as des règles que tu dois suivre. Regarde, alors pour remonter beaucoup plus loin, le nombre de rois qui se sont fait quand même, je veux dire, excommunier, parce qu'ils avaient effectivement mis des massacres. Ça avait un poids. C'est-à-dire que moi, j'ai écrit sur le Moyen-Âge, et au Moyen-Âge, que tu sois un clodo ou un puissant de ce monde, tu te réveilles le matin pour aller au paradis et pas finir cramé en enfer. Hein. Ils ont les mêmes objectifs en se levant le matin. Après, ils n'ont pas les mêmes moyens financiers, et ça, c'est les contingences de la vie, quoi, matérielle, quoi. Exactement, et donc on est dans un monde où, pour revenir à tout ce que tu disais au tout début, Pierre-Yves, c'est vrai, on a un effondrement moral, psychiatrique, mais qui pour moi n'est pas la cause de l'effondrement économique. L'effondrement économique, parce que l'économie, ce n'est pas le psychisme et la mentalité, c'est des choses qui vont en parallèle. Et
Je crois que l'aspect... mon éditeur américain, hein, le premier que j'ai eu, avant qu'il m'escroque, comme la plupart des éditeurs, en fait, qui partent avec la caisse, il me disait, très justement, il disait, en fait, on a déjà tout qui s'est effondré, il reste plus que l'économie. Et c'est pas faux. Il me disait ça en 2011. Je pense un peu. Ouais. Donc il reste plus que alors la morale, la famille, toutes les structures mentales, c'est parti. Il reste l'économie, c'est-à-dire faire du pognon, remplir son frigo et s'amuser un petit peu. Mais ça, c'est en train de partir, ça aussi, parce que on est arrivé au bout du rouleau. Là, ils vont essayer de ils vont nous changer. La bourse va s'effondrer, le dollar va s'effondrer, ils vont nous changer, ils vont nous mettre des monnaies encore plus fictives que les monnaies fictives qu'on a aujourd'hui. Mais la réalité, c'est que derrière, c'est pour ça qu'on est en guerre hein, avec certains pays. Derrière, si on te vend pas la bouffe et le pétrole qui te permettent de vivre, et au bout d'un moment, ils vont plus l'accepter, ils vont pas vouloir la monnaie de singe qu'on va créer. C'est comme un Zimbabwéen, tu dis, un mec du Zimbabwe, il débarque chez toi et tu dis, il voit un truc que tu as chez toi, il voit un objet, ta voiture, n'importe quoi, et il te dit, je t'achète ta voiture, regarde, j'ai 1 milliard, je te file 1 milliard de dollars zimbabwéens. Allez, tu me la vends, tu fais une bonne affaire. Mais non, tu la vends pas, tu sais très bien que son milliard de dollars zimbabwéens, ça vaut rien, ça vaut moins de 1 dollar américain. Donc tu dis non. Et donc tu crois que le Saoudien, l'Algérien, le Russe, maintenant c'est une autre histoire, mais tu penses qu'ils vont te vendre leur gaz, leur pétrole encore longtemps pour 10 euros. Au bout d'un moment, ils vont dire non. Puis en plus, ils en ont besoin, eux, pour leur propre développement. Tu fais une extraordinaire transition, parce que je voulais qu'on se fasse une dernière partie là-dessus. Parce que ce qui a amené beaucoup de gens à adhérer aux théories collapsologiques, que ce soit un peu à la Jean Covici, comme un je sais pas quoi, comme un crypto-communiste, ou un peu comme un Américain un peu redneck, avec des gros guns. C'est l'angoisse de la pénurie énergétique, l'angoisse de la pénurie des matières premières. Sur la pénurie énergétique, mais en fait, moi, ce que je pense, on verra si l'avenir me donnera raison, hein, mais c'est que dans 30 ans, on chauffe les plages en hiver. Tu vois. Ouais. Ah, je ne pense pas. Ok. Mais je... c'est très marrant. Mais alors, il y a des innovations technologiques qui existent. Il y a des... Alors, là aussi, amis qui n'êtes ni ingénieurs, ni lisez les trucs à fond, arrêtez de nous parler des énergies libres, des trucs, de la fusion froide. Ouais, on s'en branle. Ok. En revanche, d'ailleurs, dans mes bouquins, je ne dis jamais c'est la fin des ressources. Je dis c'est la raréfaction des ressources, ce qui n'est pas la même chose. Donc on peut imaginer une utilisation plus rationnelle, non pas par une entité étatique qui décide toi tu as droit à tant, toi tu as droit à tant, non, mais par une innovation qui nous permet, et pour moi c'est pas le mythe du progrès, c'est simplement la réalité, c'est généralement on essaye de trouver des moyens d'être plus efficaces, meilleur marché, plus rentable dans ce que l'on essaye de faire. Si on n'a pas l'État qui nous salope l'économie, généralement c'est vers ça qu'on tend à faire. Toute personne qui a été entrepreneur le sait en général. Néanmoins, on est passé de 4 milliards à 8 milliards d'habitants dans l'espace de 50 ans, dans ma vie. Moi, quand je suis né, on était 4 milliards, maintenant on est 8. Ces 8 milliards, dans l'ensemble, veulent tous consommer plus, et ils le consomment plus. Aujourd'hui, on ne parle plus de... Quand j'étais gamin, on nous stressait avec « Oui, mais tous ces gens sont en train de mourir de faim !» S'ils sont morts de faim, pourquoi ils ont fait 15 gosses? Donc, ils sont morts de faim du tout, c'est pas du tout. Ils ont eu assez à bouffer et ils avaient que ça à foutre, d'ailleurs, que de faire des... Il n'y a presque plus de problèmes de famine, hein, c'est des... Ouais, absolument. C'est la politique qui crée les famines que l'indisponibilité de la nourriture. Il y en a trop de bouffe. C'est tout à fait vrai, c'est tout à fait juste. Donc, en fait, le monde d'aujourd'hui, en réalité, si on regarde de manière objective, et moi je crois qu'on a des risques qui ont augmenté de manière considérable en Occident et qui vont avoir des conséquences sur le reste du monde de manière considérable aussi. La réalité objective, et ça je l'avais dit dans cette vidéo et je le redis aujourd'hui, de manière objective, lorsqu'on regarde le monde aujourd'hui sur l'ensemble de la planète, les 8 milliards d'habitants aujourd'hui vivent beaucoup mieux que les 5 milliards d'il y a 15 ans. Tout à fait. Et donc ça va à l'encontre, et ça je suis obligé de le constater parce que j'essaie d'être honnête intellectuellement,
ça va à l'encontre de ma thèse qu'on va vers un effondrement progressif. Enfin, d'ailleurs, ma thèse n'est pas qu'on va vers un effondrement progressif. On va vers un niveau où ensuite il y a des seuils qui font qu'on s'effondre rapidement. Mais c'est pas encore le cas. Et bien qu'on sent venir un délitement et une sclérose en Occident, dans le reste du monde, en Chine, ça va bien. Bah ouais. Alors, ils ont eu une année difficile. Ils ont fait 3% de croissance l'année dernière. Ça a été la catastrophe, quoi. C'est vrai que ça change des 10%, des 6% qu'ils ont d'habitude. Bien sûr. La Russie, guerre, malgré la guerre, les mecs vivent bien, l'économie croît, ils gagnent du pognon. L'Inde aussi. L'Inde va très très bien. Comment dire, l'Amérique latine s'en sort très bien. Bon, on n'est pas du tout, et il y a encore de la marge pour la production agricole, il y a encore de la marge pour pas mal de choses. Il y a des innovations technologiques qui arrivent. Les Chinois, eux, ils vont pas arrêter leurs usines parce qu'il n'y a plus de pétrole. Hein. Ils sont en train de réfléchir à des trucs de ouf. Hein. Ils foutent des panneaux solaires sur les tailles d'un département français. Ils foutent des panneaux solaires. Ils font la fusion du soleil. Ils veulent reproduire la fusion du soleil et tout. Enfin, t'inquiète. Il y a un truc aussi que je voudrais rajouter, enfin peut-être une nuance, je sais pas, Pierrot. Tu sais, quand tu parlais de l'effondrement économique, qu'on imprimait de la monnaie de singe et que tu vois le Zimbabwéen avec sa brouette de billets, il peut pas racheter. Mais imagine dans ton exemple que le Zimbabwéen, il ait aussi beaucoup de porte-avions, tu vois. C'est-à-dire que voilà, c'est-à-dire si tu additionnes l'armée américaine, l'Occident, l'Australie, je pense qu'on est malgré ce que veulent nous dire les gens qui sont pro-russes en ce moment, et je pense qu'on est encore largement plus fort que les Russes, les Chinois, même coalisés, je pense, militairement. C'est mon avis, hein, c'est mon avis. Je pense qu'on a encore de la marge et que c'est que pour ça qu'on accepte. Sur la mécanique que tu décris, c'est évident que si le Zimbabwe avait une armée puissante, une aviation capable de te renvoyer à l'âge de la pierre, ce qui était le cas en Irak, ou la Libye, lorsqu'ils ont eu la super idée d'essayer de vendre leur pétrole en échange de l'or directement ou de l'euro. Ça s'est mal fini pour eux. Mais bon, là, je constate de manière extrêmement rapide et ça se voit dans les rapports diplomatiques, lorsque les États-Unis envoient leurs diplomates dans pas mal de pays pour dire non, mais il faut que vous fassiez des sanctions contre la Russie parce que là, ça ne va pas. La première fois que l'Inde, l'Arabie Saoudite les reçoit, c'est pour leur dire non, on ne va pas le faire. Et la deuxième fois, ils ne les reçoivent plus. Et ça, c'est des camouflets diplomatiques qui passent un peu inaperçus parce que personne n'en parle, parce que c'est des trucs. Mais récemment, l'Inde et l'Arabie Saoudite, et je crois qu'il y avait un autre pays, je crois que c'est l'Indonésie, ont simplement pas reçu le ministre, enfin ils ont décliné la demande du ministre, enfin c'est pas un ministre aux États-Unis, c'est le département d'État, je crois, qui faisait une tournée des popotes du monde, hein, comme ça et ils ont demandé l'Arabie Saoudite, l'Inde et l'Indonésie dans leur trajet, et les mecs ont décliné en disant on n'a pas le temps. On place un agenda pour vous recevoir, chère première puissance militaire du monde. Perte de prestige des États-Unis. Et ça, c'est impressionnant. Et ça se rend. Et c'est-à-dire que eux, ils sont dans une dynamique vitaliste, dans une dynamique de montée en puissance, et que nous, on est dans une autre dynamique. Donc, on a peut-être toujours l'avantage, très certainement. Enfin, on voit quand même qu'il y a des... Chez nous, il faut que Célestine puisse faire son opération à 14 ans pour devenir Célestin. Donc, il faut mettre les priorités là où elles doivent être, attention. Ah ouais, j'ai peur de joie, tellement c'est beau, quoi. Mais... Black Lives Matter, tout ça, non. Bah oui. Bon, on se fait un petit mot. Est-ce qu'on se fait un petit mot de la fin, les gars? Oui, parce que on me demande. Allez, c'est parti. Bah, vas-y, Pierre-Yves, à toi. Bon, mot de la fin, discussion très intéressante. Finalement, on est parti dans tous les sens. Donc, on ne sait pas s'il y aura effondrement ou pas, quoi. Ah ouais, je pense que de toute façon, on est déjà dans un effondrement, parce que comme je le disais tout à l'heure, et là, ça rejoint ce que disait Pierrot, à partir du moment où on commence à... En fait, on est dans des sociétés suicidaires. Je parle des sociétés occidentales, où tout ce qui est vitaliste, famille, couple... ethnie, fierté de soi-même, le passé. Donc, si t'as plus de mémoire, bah t'as plus de futur non plus. Donc, c'est un peu nos futurs et ça va être, c'est surtout idiocratie en fait qui nous pend au nez en Occident.
Et sinon, d'autres régions du monde sont beaucoup plus vitalistes. Et on va dire que peut-être le flambeau, entre guillemets, de la civilisation qui était porté par l'Occident ces derniers siècles va partir plus dans l'Asie du Sud-Est, en Chine, en Corée, genre de choses, ou dans l'Inde, quoi, ce qu'on appelle les pays émergents, peut-être la Russie. Et donc je vois ce que en fait les Occidentaux appellent effondrement. Pour moi, c'est la redistribution des cartes au niveau géopolitique, et que nous, on va essayer de nous maintenir, comme je l'ai dit tout à l'heure, au salaire universel, en mode Great Reset, et en mode tititainment, comme disait Berzinski, quoi. Donc c'est comme ça que je vois le truc. Mais après, autant je pense qu'il n'y aura pas d'effondrement, de gros collapse, autant la démarche de partir des villes, la démarche d'autonomie, de créer des réseaux d'entraide, ça je pense que c'est très très bien, quoi. C'est même, j'allais dire, revenir au bon sens paysan, c'est toujours bon à n'importe quelle époque, quoi. Donc voilà, c'est tout ce que j'allais dire. J'allais dire la même chose. L'effondrement du système, ma foi, vous inquiétez, cessez de vous inquiéter pour le système, inquiétez-vous pour vous-même, quel que soit l'avenir. Faudra peut-être sauver sa peau, faudra peut-être sauver son âme, mais agissez en autonomie. Moi, je dis passager clandestin de la civilisation. Profitez de ce qu'elle peut vous offrir. Essayez de vous extraire de ses côtés les plus néfastes. Parce qu'un effondrement du système, j'y crois absolument pas. C'est l'effondrement. C'est vous qui allez vous effondrer si vous ne faites rien. C'est votre niveau de vie qui va s'effondrer. C'est votre niveau de conscience. C'est le niveau intellectuel de vos enfants. Donc, c'est plus ça qu'il faut se soucier que l'effondrement du système. Ne vous inquiétez pas, le système s'occupe très bien de lui-même. Il n'a pas besoin de vos angoisses existentielles, quoi, j'ai envie de dire. Pour ma part, peut-être pour conclure, alors moi, je pense qu'il est inévitable que le système s'effondre, mais les sociétés, les humains fonctionnent en cycle. Après un effondrement, il y a un renouveau. Et le renouveau peut être difficile, certes, mais il peut être meilleur et plus intéressant. Alors, ça peut prendre quelques années ou ça peut prendre plusieurs générations. Et ce renouveau, il faut y croire, en revanche. Il faut avoir... L'espoir n'est pas la question, voire même il faut avoir un désespoir au sens kierkegaardien, pour ceux qui connaissent, pour ceux qui ont lu l'auteur. Mais utiliser ce désespoir pour agir, pour travailler, et comme tu le dis, travailler d'abord sur soi, parce que c'est un peu la seule chose sur laquelle on peut vraiment... laquelle on a d'emprise, finalement. Oui. Voilà. Et puis, essayer de transmettre le maximum d'intelligence, Les valeurs, c'est encore autre chose, mais de sens éthique, mais surtout de compétences et de sens de la civilisation à nos gosses, aux gens autour de nous, si on n'a pas de gosses, ou rien, les deux ne s'excluent pas. Et puis finalement, de travailler pour ce renouveau par nous-mêmes. À la fin, tu sais, celui qui gagne souvent sur une bataille, c'est celui qui reste sur le champ de bataille vivant. Et c'est ça. C'est que laisse mourir toute cette connerie. Exister pour exister, voilà, et que les autres, finalement... Après, si on se regroupe avec les plus de Polonais, de Russes, de Chinois, pour à la fin quand même que l'espèce humaine puisse évoluer sur... On est encore dans une phase, j'ai l'impression qu'on est on est dans une crise d'acné adolescente avant l'âge adulte qu'on est en train de traverser. On a fait des belles choses, on n'est pas les seuls, mais on a fait des belles choses avant. Maintenant, il faut commencer à devenir adulte et commencer à travailler en tant qu'espèce humaine en dégageant. Alors, c'est là où les transhumanismes, à la fois, me font peur et me fascinent. Parce qu'ils sont dans la même logique en disant on va dégager 90 ou 95% de l'espèce humaine pour développer autre chose. Je pense qu'ils se fourvoient dans la méthode, mais sur le fond, voilà. Dit comme ça, je serais presque d'accord avec eux, mais quand je vois comment ils s'y prennent, je me dis, ouais, non, c'est un peu pourri leur truc. Mais bon. Parce que qui reste à la fin. Bah écoute, Pierrot, on te remercie beaucoup. Discussion extrêmement intéressante. Ça faisait très longtemps que j'avais envie de faire quelque chose avec toi et ça me ravit. Je rappelle que tu as ta chaîne, que tu es très prolifique, que tu as aussi un système sur Tipeee, Patreon, un peu comme nous on fait. Et je crois que c'est 5 là où j'ai 80% de mon contenu maintenant. Voilà, 80% du contenu est sur Patreon pour une somme de 5 €.
Pierre-Yves et moi, c'est absolument pareil. Si vous aimez ce qu'on fait, je vous le dis, en fait, il y a la chaîne publique qui est une chose, il y a le privé qui est complètement autre chose, qui est beaucoup plus intéressant. Et c'est là que la vraie chaîne se déploie parce que déjà, il y a plein de choses qu'on n'a pas le droit de dire. Et puis surtout, on n'a pas envie de parler en public à des gens qui... Exactement. C'est plus ça que la censure, hein, franchement. C'est ça. Beaucoup plus ça que la censure. Donc, merci beaucoup, Pierrot. On se recroisera peut-être. Et puis, merci pour tout ce que tu fais et bonne soirée. À bientôt. Ciao.